Je vais vous présenter donc cette électronique organique, la flexibilité en marche, en commençant en disant qu'en fait, en marche, mais qui est déjà un peu, qui démarre, qui est déjà là, vous pouvez avoir, à partir de ce qu'on appelle des diodes électroluminescentes organiques, je vais revenir sur cette définition, donc quelque chose qui va émettre de la lumière quand je vais lui appliquer une tension, ben on peut l'utiliser pour faire des écrans. Certains d'entre vous ont peut-être comme moi un téléphone Samsung, et ces téléphones Samsung, pas sponsorisés, mais bon, ou LG ou d'autres, mais ces téléphones-là ont, une certaine flexibilité, en fait ils sont conformes, ils ne sont pas plans. Ils ont des formes un peu particulières. Et depuis quelques mois, bon, pour des prix qui sont encore un peu rédhibitoires, hein, c'est entre 3 et 5 000 euros, vous pouvez acheter des télés qui font 1 mètre de diagonale et qui, elles aussi, ne sont pas planes, qui ont une forme un peu courbe, comme celle que vous voyez ici, donc par LG, pour faire la pub pour le concurrent principal de Samsung. Alors, pour commencer, j'ai besoin de vous définir quelques mots. L'électronique sur laquelle on travaille, c'est de l'électronique, on peut dire grande surface, mais on n'aime pas ce mot, qui est grand substrat. Souvent, quand on fait une électronique, c'est 1 cm², on met des millions, des milliards de transistors. Là, nous, on travaille avec des substrats qui font des mètres carrés, qui sont des plaques de verre, qui sont, comme vous avez ici, hein, qui fait 3 mètres par 3 mètres, ou du plastique, quand on sera flexible, et sur lequel on va travailler donc, sur ces mètres carrés-là. En même temps, la difficulté, c'est que dessus, on va déposer des couches minces. Alors, minces, c'est quelques nanomètres, quelques dizaines de nanomètres. Pour vous donner un ordre de grandeur, vos cheveux, c'est à peu près 80 microns de diamètre. On est 1000 fois plus petit. Donc il va falloir trouver une solution. Une difficulté, c'est comment déposer ces couches extrêmement minces sur des mètres carrés à des coûts non rédhibitoires. Autre partie, l'électronique organique. Bon, Laurence l'a déjà défini, l'électronique plastique. On utilise donc, la chimie du carbone pour faire des matériaux plastiques, comme vous pouvez connaître sur vos matériaux pour les bouteilles, les choses comme ça, tout ce que vous avez sur vous, mais qui peuvent être isolants, donc bloquer le passage du courant, conducteurs comme des métaux, voire même, dans certains cas, ce qu'on appelle semi-conducteurs, donc on va rendre conducteur sous une excitation, une tension, de la lumière. Et enfin, ce qu'on va faire avec, c'est de l'électronique conformable, flexible. On veut sortir de ce paradigme de l'écran, par exemple, de l'électronique, qui est un espèce de rectangle plat, on ne peut rien faire avec, pour aller des formes différentes, hein, pour des montres, par exemple, ou des formes non planes, flexibles, qu'on va pouvoir plier, déplier, enrouler, voire même, pourquoi pas, à la fin, vraiment plier pour faire quelque chose qui se déformerait. Alors, quelles sont les applications qu'on va viser ? Bon, je vous ai présenté déjà les écrans. Donc là, c'est des concepts, hein, des écrans, un téléphone qui aurait des écrans pliables, des lunettes qui vous permettraient de la réalité augmentée, de vous donner des informations pour vous guider, pour, je ne sais pas, vous regardez un tableau, ça vous connecte à Wikipédia et ça vous dit ce que vous êtes en train de regarder, les informations derrière. Des capteurs pour la qualité des aliments ou qu'on viendrait déposer sur la peau. Là, c'est un travail qu'a fait un collègue, le professeur Someya, de l'Université de Tokyo, donc un capteur extrêmement fin qui se fait une espèce de peau artificielle. Et puis, pour l'énergie, la production, on reviendra dessus, d'énergie par des cellules solaires qui seraient flexibles, qu'on pourrait mettre sur des toits, sur des tentes, sur vos vêtements, sur des sacs. Et puis aussi de l'éclairage qui serait flexible, que là aussi on pourrait dérouler, enrouler, faire avec des OLED cet éclairage flexible. Alors pour ça, le premier point, c'est les matériaux. On doit travailler sur ces matériaux donc dits organiques, ces matériaux plastiques. Et une des chances qu'on a là-dessus, on travaille beaucoup avec les chimistes, c'est qu'on a une énorme diversité de ces polymères, de ces chaînes qu'on peut fabriquer à base de carbone, d'oxygène, d'hydrogène et d'autres éléments. On peut faire plein de choses différentes. On est sans arrêt en train de travailler avec les chimistes à faire des nouveaux matériaux, de nouvelles approches. Alors juste pour illustrer, par exemple là, 3 matériaux très simples, 3 polymères, qui vont émettre à différentes couleurs, qu'on a designé pour ça, un dans le bleu, un dans le vert, un dans le rouge, c'est ce qu'on utilise pour les écrans parce que c'est ce que captent vos yeux. Et puis, c'est des matériaux qu'on peut déposer à basse température, à température ambiante. Alors, très attention sur ces mots, on a parlé de haute température, basse température avec S. Moi, quand je passe basse température, c'est la température ambiante. Juste pour comparer par rapport à l'électronique au silicium, on travaille à 1000-1500 degrés quand on le dépose. Là, moi, si je dépasse 100 degrés, c'est du carbone, c'est du plastique, ça brûle. Donc on travaille à très basse température. Donc potentiellement à bas coût. Des matériaux, c'est une chimie qui peut être relativement simple et on a des coûts qui peuvent être
relativement faible. C'est une électronique qu'on va pouvoir déposer, ces matériaux-là vont pouvoir être mis en place, je vais revenir tout de suite dessus, donc sur ces grandes surfaces, et on va pouvoir les déposer en les superposant pour faire des structures complexes. Donc là, vous avez, je reviens sur mon OLED, donc dans laquelle j'ai la couche qui va émettre de la lumière qui est faite avec ces matériaux-là, et puis j'ai d'autres couches qu'on a mis entre deux électrodes métalliques qui vont permettre de designer, de faciliter à la fois le transport des électrons, des charges pour créer la lumière, et puis bien sûr la sortie de la lumière. C'est bien sympa de faire de la lumière au milieu de ces couches-là, mais il faut qu'elles sortent dans la bonne direction, avec la bonne couleur, avec les bonnes caractéristiques. Donc on travaille là-dessus, et c'est ces multicouches qu'on réalise avec ça. Dernier point, ce ne l'est pas forcément, mais ça peut être une technologie verte. On a des matériaux naturels, je pense par exemple au carotène, issu de la carotte, qui permet de faire un semi-conducteur qu'on peut utiliser, alors c'est pas très bon actuellement, mais qu'on peut utiliser pour faire des transistors, pour faire des composants électroniques. Il y a aussi une expérience qu'on peut trouver facilement sur Internet, du MIT, qui a pris un cornichon dans le vinaigre, qui a mis 2 électrodes. C'est un peu dangereux, il faut beaucoup de tension, ça crame très vite, mais il se met à luminescer dans le verre pendant quelques secondes avant de brûler. Donc il y a de l'électroluminescence à partir d'un cornichon. Par contre, bien sûr, tout n'est pas parfait, donc il y a des axes d'amélioration sur lesquels on travaille. Les performances. Elles sont faibles. On ne fera pas un processeur, en tout cas pas un horizon qu'on connaît, pour un ordinateur qui sera fait avec cette électronique-là. C'est pour des applications différentes. On a des problèmes de stabilité, je reviens dessus, c'est des matériaux qui peuvent vieillir, qui s'oxydent, qui ont des difficultés. Et puis c'est un matériau qui est en devenir. Je vous parlais de bas coût, ça sera vrai quand ça sera produit en grande quantité. Mais à part pour les OLED, c'est un marché qui est encore en devenir. Alors ces matériaux-là, pour les mettre en grande surface en couche mince, il faut qu'on les dépose. Et ces dépôts en couche mince, on a en fait 2 approches qui permettent de coupler à la fois la difficulté de travailler sur des mètres carrés et sur des nanomètres. Une qui est l'approche qui est utilisée industriellement actuellement uniquement, qui est ce qu'on appelle l'évaporation thermique. Donc là, vous avez un de nos réacteurs au laboratoire, dans lequel tout simplement, on met le matériau sous forme de poudre, on le chauffe, il se sublime, il s'évapore, et il vient se déposer sur le substrat que je mets au-dessus. Et je peux contrôler parfaitement au nanomètre carré près, à la centième d'angstrom par seconde, même si vous voulez, l'épaisseur que je vais déposer. Là, on fait ça sur 10 cm². Ça se fait sur des mètres carrés, sur 10 mètres carrés à peu près actuellement, industriellement. C'est sympa, mais il faut faire le vide, il faut quand même un peu chauffer. Donc on aimerait aller plus loin. Et on a, pour certains types de matériaux, entre autres les polymères, la possibilité de les mettre en phase liquide, de les mettre dans des solvants, de faire des encres et d'utiliser ces encres pour les déposer. Alors on n'est pas encore en train de peindre sur les murs, mais on peut faire ça pour mettre dans des imprimantes jet d'encre. Alors là, vous avez 2 exemples. Une imprimante jet d'encre on en a 2 comme ça au laboratoire, on en a une autre un peu plus grande qu'on utilise pour déposer sur des pages A3, et puis une imprimante jet d'encre industrielle qui permet de déposer sur des feuilles qui font 2,40 m par 2,40 m. Elles coûtent extrêmement cher parce qu'elles sont très précises, etc. Mais sur le concept, c'est exactement la même imprimante que vous pouvez avoir sur votre bureau. C'est des encres qu'on fait avec ça. Alors, on travaille dessus, parce que ça serait vraiment très intéressant. Juste, le petit problème, c'est quand je veux faire des multicouches, on a un gros problème, c'est on dissout la couche précédente avec le solvant qu'on utilise dans la couche d'avant. Donc on a une difficulté sur laquelle on travaille, de trouver des solvants orthogonaux pour faire des dépôts complexes. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous, au niveau du laboratoire de physique des interfaces et des couches minces, parce que c'est bien important de déposer ces couches minces, mais beaucoup de choses se passent à l'interface entre ces couches. Au niveau de mon équipe électronique organique. Ce qu'on veut faire, c'est aller de la synthèse, de la molécule, vers les composants d'électronique flexible. Donc on synthétise de nouveaux matériaux qui ont des propriétés qu'on contrôle au niveau du comportement électrique, du comportement optique, du vieillissement aussi. Avec ça, on fabrique des composants qu'on réalise au niveau du laboratoire, qu'on teste, qu'on caractérise, qu'on modélise pour prédire leur comportement, leur application, comment les utiliser. On teste aussi énormément les problèmes de fiabilité, de stabilité. C'est bien sympa de faire un composant, mais si au bout de 24 heures il est mort, ce qu'on peut avoir assez facilement, on a des difficultés. Et on voit vers quelles applications on peut les employer, des applications à forte valeur ajoutée, sociétale principalement, avec, je vais illustrer ça, des applications pour nous centrées vers l'énergie et vers les capteurs intelligents. Alors, pour illustrer des applications sur lesquelles on travaille, alors je vais un peu sortir de l'organique pur, ce qu'on appelle les cellules à base de perovskite.
Donc c'est ce qu'on appelle des matériaux hybrides organiques et inorganiques. Les perovskites, c'est des matériaux complexes, c'est une famille de matériaux qu'on connaît au moins depuis 150 ans. Qu'est-ce qu'on a parlé des piezo, par exemple, c'est souvent des types de perovskites. C'est des structures complexes, comme vous avez ici. Et on s'est rendu compte il y a quelques années, c'est le tout début, c'est dans les années 2010-2012, qu'un type particulier de perovskite qui contient de l'organique, le méthylammonium qui est ici, et des matériaux inorganiques, du plomb, un peu gênant, du chlore, du brome, de l'iode, avait des comportements en termes de génération de puissance de courant à partir de la lumière, donc pour faire des cellules photovoltaïques, extrêmement intéressants. Et c'est d'un matériau, on est parti de rien en 2012, et maintenant on a des rendements au niveau des laboratoires de l'ordre de 21%, ce qui est très grand, qui est très bon pour des cellules en couche mince qu'on dépose de manière extrêmement rapide. Alors c'est un travail qu'on fait nous actuellement dans le cadre d'un institut, l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France, qui s'est créé sur le plateau de Saclay, entre l'école polytechnique, le CNRS et principalement des industriels comme Total et EDF, aussi Air Liquide et d'autres. Produire l'énergie, c'est ce qu'on fait avec les cellules solaires. Il peut être aussi intéressant de le consommer de manière intelligente. Typiquement, l'éclairage. Vous savez que depuis 2012, on ne peut plus acheter en Europe de lampes à filament. Alors, plus trop, on peut maintenant réacheter des anciennes qui font type Edison. Mais pourquoi on ne peut pas? Parce que le rendement est catastrophique. En gros, 5% de l'énergie que vous mettez dans une lampe à filament va se transformer en lumière que vous allez voir. 95% va chauffer la pièce. Ça peut être utile, mais c'est peut-être pas ce qu'on cherche à faire. On passe au néon. Les néons, les lampes à cathode froide, on est vers 30%. Et qu'est-ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser donc ces diodes électroluminescentes qui peuvent être faites de manière inorganique, mais ça coûte cher. On est obligé de faire des cristaux, des monocristaux. Alors c'est des rendements de l'ordre de 50%, ou passer à des diodes électroluminescentes organiques, donc avec ces matériaux plastiques, ces couches minces. Et nous, on travaille, par exemple, sur des nouveaux matériaux, par exemple pour faire du bleu, qui aura la possibilité d'être flexible, et sur un gros problème qui est l'encapsulation, le vieillissement. Mais l'idée, ça serait de vous faire des murs, des plafonds, pourquoi pas des fenêtres, voilà, je vais y arriver, des vitres, qui seraient luminescentes quand vous voudrez les utiliser. Deuxième grande famille d'applications, les capteurs. Donc l'idée, c'est aussi de faire des capteurs flexibles à bas coût. Quand je dis capteur, c'est-à-dire prendre une manifestation physique, une action mécanique, chimique, électrique et biologique, et la modifier en un signal que je vais pouvoir utiliser, traiter, en général, électrique. Alors, on travaille sur plusieurs applications. Deux illustrations que je vous ai mis ici. Une qui est faite avec la société Eastent, dont vous avez vu la présentation en mois de janvier, dans les Jeudis de l'X, dans laquelle on travaille sur la réalisation de capteurs qui seraient sur des structures 3D, donc des stents, qui vont mesurer, par un comportement électrique, la présence ou non de cellules de la paroi de l'artère. Il faut, si vous voulez que votre stent fonctionne bien, qu'il soit rapidement intégré dans la paroi de cette artère-là. Et on va détecter la présence de ces cellules et leur position, voire même le type. Deuxième application qu'on réalise donc avec l'Institut IFSTAR, c'est là aussi des choses qui vous ont été présentées, mais plutôt l'année dernière, dans les Jeudis de l'X. C'est des capteurs imprimés à base d'un type de carbone qu'on va intégrer, couler dans du béton pour mesurer des déformations d'ouvrages d'art, tels que des ponts, tels que des barrages ou des choses comme ça. Donc ce sont des choses qu'on réalise en commun avec l'IFSTAR. Et puis, l'autre chose qui est importante sur les capteurs, on travaille sur la fiabilité et la stabilité. Toujours être capable de prédire le comportement. Il est évident que si vous coulez dans du béton un capteur, si au bout de 3 mois, il faut péter la couche de béton pour enlever le capteur et le changer, non, il faut que c'est la même durée de vie, si possible, que l'ouvrage d'art que vous êtes en train de construire. Donc, on a mis en place, avec l'aide de l'école polytechnique et avec Laurence Boudelot, entre autres, et donc les collègues de l'ISAR, Bérangère qui est ici, une plateforme dédiée au niveau du laboratoire à tester la fiabilité électrique, mécanique de tous les capteurs, de tous les composants qu'on va faire. Ça peut être ces composants-là, mais c'en est d'autres, bien sûr. Alors, faire des capteurs flexibles, c'est bien, mais si je veux vraiment les intégrer dans des applications, je ne sais pas, faire un patch, une étiquette qu'on colle sur vous pour détecter la présence d'un polluant quand vous vous promenez ou quand dans des zones de risque, mais il faut aussi être capable de faire l'électronique qui soit derrière flexible. C'est-à-dire prendre le signal, le mettre en forme,
le protéger du bruit, le stocker et si possible le transmettre. Donc on travaille à réaliser, donc avec l'électronique organique, avec l'électronique imprimée, cette électronique, c'est des fonctions, ce qu'on appelle d'amplification, prendre le signal et le mettre à un niveau que je puisse l'utiliser, de filtrage, de conversion numérique, à faire avec les mêmes techniques que je vous ai présentées, donc de faire toute cette électronique-là et de le mettre avec nos capteurs. Alors, tout ce travail que je vous ai présenté, bien sûr, ce n'est pas un travail d'une personne, c'est au contraire, c'est un travail d'abord de toute une équipe. Donc là, vous avez, alors ça bouge, hein, c'était en octobre dernier, lors d'un congrès du laboratoire, les membres de l'équipe à ce moment-là. C'est un travail intégré au sein d'un laboratoire, dans lequel on a beaucoup de compétences, on travaille beaucoup sur des types de couches minces, organiques, silicium, carbone, et dans lequel on a beaucoup d'interactions. C'est aussi, bien sûr, des collaborations, parce que c'est des équipes mixtes avec l'IFSTAR, je vous ai présenté, avec le CEA, le CNRS, École Polytechnique, bien évidemment, et puis des collaborations avec l'industriel. Patrick a parlé de Samsung, on travaille avec énormément d'industriels sur ces applications-là. Je vous remercie.